Je suis ravi d'accueillir Yana Frankova, qui est à la fois, qui a fait ses études chez nous, qui est chercheuse associée de l'IREMUS et qui, en plus, est correspondante étrangère. C'est un nouveau statut, enfin un statut récent qu'on a introduit au sein de l'IREMUS. Nous avons aujourd'hui trois correspondants étrangers pour le Japon, la Chine et pour la Tchéquie. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Yana qui va nous présenter le sujet pour lequel elle a accepté de venir. Merci. Je vais donc commencer le partage d'écran. Voilà, on verra si ça va fonctionner très bien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Je tiens d'abord à remercier d'avoir été invité à cette séance de l'IREMUS présente. Je suis, comme M. Demonet a déjà dit, une ancienne thésarde du laboratoire. En 2016, j'ai soutenu une thèse co-dirigée par Mme Raphaël Legrand, si présente. Et donc, je suis très honorée d'avoir été acceptée comme chercheuse associée et membre étranger par correspondance à partir de l'automne 2020 à l'IREMUS. Ma thèse était consacrée à un musicien. Ah oui, pardon, ça ne fonctionne pas avec le... Ah oui, pardon. Ma thèse était consacrée à un compositeur peu connu nommé Joseph Colt, qui était originaire de Vienne et protégé de Prince de Konitz, et qui a abouti sa carrière à Paris dans l'orchestre de Prince de Conti dans les années 1770. Actuellement, je travaille comme chercheuse à la Bibliothèque de Moravie et je mène en parallèle un projet de recherche à l'Association pour l'étude de l'histoire culturelle de l'Europe centrale, qui est basée à Prague, où je vis également. Donc, c'est sur ce projet que j'aimerais bien vous parler aujourd'hui. Le projet intitulé « Vienne à la française, le rôle des séjours parisiens » de Wenzel Anton von Kaunitz-Friedberg dans son patronage artistique viennois est un projet jeune chercheur soutenu par l'Agence nationale de la recherche scientifique en République tchèque pour les années 2019-2021. C'est un projet qui est dont la institution porteuse et donc l'association pour l'étude de l'histoire culturelle de l'Europe centrale. C'est un organisme privé basé sur Prague qui porte plusieurs projets de recherche dans le domaine de l'histoire culturelle, notamment en musicologie, mais aussi en histoire de livres, des religions. Pour vous expliquer un petit peu le cadre institutionnel et matériel de ce projet, il faut dire que le cadre des projets jeunes chercheurs sont proposés pour 2 ou 3 ans. Ils offrent des financements aux équipes d'au moins de 3 personnes qui doivent être jeunes chercheurs avec des limites d'âge ou de distance après la soutenance de thèse indiquées. Et donc, notre petite équipe est pluridisciplinaire et elle est constituée de moi-même pour le côté musicologique, d'une collègue qui s'appelle Lenka Švandová-Maršálková, qui est historienne moderne, qui a fait sa thèse à la faculté de Pardubice en République tchèque, et de Gernot Mayer, qui vient de soutenir sa thèse en histoire de l'art à l'université de Vienne. Même si le cadre des projets jeunes chercheurs est principalement prévu pour des équipes de recherche nationales, pardon, nous avons réussi que Gernot Mayer puisse faire partie de notre équipe de façon régulière. Il s'agit d'un petit projet de recherche sur lequel nous travaillons tous en temps partiel, avec un taux de travail différent selon nos autres emplois.
Pour des travaux ponctuels, nous avons également des collaborateurs extérieurs comme vacataires, notamment Richard Dambrill, musicologue anglais, pardon, qui est chargé des traductions vers l'anglais. Donc, après cette introduction administrative de mon projet que je voulais vous présenter quand même parce que les différents pays ont des différents cadres institutionnels et matériels, je vais maintenant aborder le contenu de projet. Il faut tout d'abord présenter brièvement le personnage principal, donc Wenzel Anton von Kaunitz-Riedberg. Il est issu d'une famille aristocratique de Bohême et Moravie, une vieille famille dont les principaux membres portaient le titre de comte depuis 1683. Son père, Maximilien Ulrich von Kaunitz-Riedberg, fut membre du Conseil aulique et à partir de 1720, il était aussi gouverneur de Moravie. Le siège familial fut le château d'Austerlitz, près de Brno, qui est devenu célèbre quelques décennies plus tard par la fameuse bataille d'Austerlitz où Napoléon a gagné en 1805. Maximilien Ulrich espérait une carrière réussie aussi pour son fils, son seul héritier. Et il envoya ainsi son Wenzel Anton à faire ses études à l'université de Leipzig, où il séjourna 17 mois en étudiant sérieusement le droit, la philosophie et toutes les matières liées à l'éducation de jeunes gentilshommes à l'époque. Mais il a pris également des cours de violoncelle. Il s'est fait envoyer un paquet de musique de Prague. Il s'est fait copier de la musique sur place. Il visita des théâtres et a fait beaucoup d'autres activités dont il est devenu plus tard célèbre. Il est connu pour son intérêt aux arts, à la musique, notamment au théâtre. Après ses études à Leipzig, il a effectué son grand tour, son voyage de gentilhomme. Je vais vous montrer l'itinéraire. C'est donc en partant de Vienne pour Leipzig, il après a pris sa route comme ça pour revenir enfin vers la Vienne. Un grand 8. Donc, il est parti de Leipzig en passant par l'Allemagne pour arriver aux Pays-Bas. À Bruxelles, c'était sa première plus longue pause. Pendant 3 semaines, il séjourna dans cette ville. Ensuite, il a repris la route par l'Allemagne pour accéder à l'Italie. C'était à Venise où il passa le carnaval de 1733, un mois de séjour. Ensuite, il continua pour Rome pour y voir les fêtes de Pâques. C'était son principal long séjour durant ce voyage. Ça durait jusqu'à mi-juin 1733 avec une petite pause de visite de Naples de 3 semaines. C'était un passage très courant pour les gentilshommes de la noblesse centrale européenne à cette époque-là. En reprenant la route vers le nord, il était à Milan que la nouvelle de la mort d'Auguste II de Pologne, roi de Pologne, s'est répandue et tout le monde attendait une guerre de succession. Wenzel Anton toutefois continua son voyage et il est parti d'Italie pour arriver par Lyon à Paris. Il arriva dans cette ville mi-août 1733 et peu après, en mi-octobre de cette année, c'était la France qui a déclaré la guerre à l'Autriche. Pourtant, le jeune Wenzel Anton resta dans la ville et cela jusqu'à mi-décembre, même si son père était très peureux, il interdisait Wenzel Anton d'aller visiter Angleterre, ce qui était auparavant prévu,
Donc, il a dû rester à Paris, pas trop bouger et revenir au plus vite. Wenzel Anton profita bien de son séjour à Paris. Il visita beaucoup de théâtres, des concerts. Il a pris des cours d'escrime et de danse. Et pendant son voyage de retour, il passa par la Lorraine, bien sûr, pour arriver à Vienne en février 1734. Donc, un long voyage avec deux principaux arrêts à Rome et à Paris. L'éducation de Wenzel Anton von Kernitz-Rydberg donna des fruits rapidement. En retournant à Vienne, il fut nommé membre du Conseil aulique et durant la guerre de succession d'Autriche, il effectua plusieurs missions diplomatiques en Florence, Rome, le royaume de Sardaigne et en Turin. Entre 1744 et 1746, il fut ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas autrichiens. Et au retour à Vienne, il accéda au poste du conseiller à la cour impériale et fut nommé l'ambassadeur à la cour de France. L'ambassade qu'il effectua entre 1750 et 52, voire début 53. À son retour de Paris, il devint chancelier d'État et ministre des Affaires étrangères à la cour impériale et mena une politique francophile jusqu'au renversement des alliances en 1756. Il garda son poste de chancelier d'État jusqu'en 1792 et fut ainsi au service de 4 empereurs. Donc, le personnage vraiment principal à Vienne pendant presque toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pour son service à la cour, il fut élevé au rang du prince de Saint-Empire romain germanique en 1764. Durant ces 2 séjours parisiens, en tant que jeune gentilhomme et plus tard comme ambassadeur, Kaunitz s'intéressa beaucoup à la vie culturelle. Il fréquenta les théâtres, les sociétés, il prit connaissance de nombreux musiciens et comme ambassadeur, eut une petite musique en son service au palais de Bourbon qu'il loua pendant son ambassade. Il était aussi un promoteur des compositeurs viennois à Paris, comme par exemple Georg Christoph Wagenseil ou les frères Cotte, en les introduisant ou leur musique chez le fermier général de la Pouplinière ou au salon de Madame de Geoffrin. C'est aussi à Paris que Kaunitz a pris connaissance de Ranieri dei Calzabigi. Ou Calzabigi. Encore un petit mot sur lui, même si ce sont des personnages généralement connus. Ranieri dei Calzabigi vient d'une famille des marchands de Livorno. Il étudia à Prato chez les jésuites, puis s'occupa des affaires familiales avant de devenir employé à Naples en 1741 au service de l'ambassadeur de France, le marquis de l'Hôpital. Avec ce dernier, Calzabigi partit de Naples pour Paris en 1751. C'est à Paris que nous savons qu'il a pris connaissance de Giacomo Casanova, avec lequel ils ont fondé la loterie française, le fameux loto. Il était également l'éditeur de l'œuvre complète de Métastase. Dans les années 1700, il a demandé le privilège en 1752 et il a commencé l'édition en 1755. Mais également, il a pris parti dans la fameuse querelle de Buffon où c'était bien sûr le protecteur du côté italien. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontra Prince de Kaunitz, qui l'invita plus tard à Vienne. Cela est arrivé en 1761. Calzabigi arriva en début d'année de 1761 et fut employé au département des Pays-Bas et servi également comme secrétaire de Kaunitz. C'est ici qu'il crée ensemble avec Gluck les 3 fameux opéras de réforme, Orfeo et Eurydice en 1762, Alceste en 1767 et Paride et Helena en 1770.
où bien sûr les éléments de l'opéra français, comme vous savez tous, sont inclus, comme les chœurs et la danse. En 1763, Calzabigi fut obligé à quitter Vienne à cause des polémiques autour du théâtre de la cour, et il partit pour l'Italie, où il finit sa vie. Après un séjour à Lucques, Pise et Florence, il s'installa à Naples, où il mourut en 1795. Les informations sur le séjour parisien de Kaunitz, ainsi que sur ses relations avec les artistes, y compris Calzabigi, bien sûr, nous sont connues notamment grâce aux archives familiales de Kaunitz, et aux archives comptables de la famille. Les deux collections sont déposées actuellement aux archives de Moravie à Brno. Les archives familiales contiennent un grand fonds de correspondance de Wenzel Anton von Kaunitz-Riedberg, organisé selon les personnes correspondantes. Il s'agit d'un ensemble de plus de 400 personnes, dont la correspondance allant des feuilles uniques jusqu'au dossier plus volumineux remplit 12 cartons de conservation. Parmi les dossiers plus volumineux, nous y trouvons par exemple la correspondance avec les hommes politiques et les ambassadeurs, 156 feuillets de la correspondance avec le comte Mercy d'Argenton des années 1755 à 1789, ou de l'ambassadeur qui était ambassadeur d'Autriche en France après Kaunitz, plus de 460 feuilles de correspondance avec Joseph Khevenhuller-Metsch, conseiller à la cour impériale, ou plus de 100 feuilles de correspondance avec Antonio Greppi, un diplomate et marchand italien. Il y a également la correspondance avec différents membres de la famille, allant d'une trentaine à cinquantaine de feuilles jusqu'à 205 feuilles avec son fils Ernest. Parmi les personnes proches des cercles artistiques, nous trouvons deux ensembles importants de correspondance. Celui de Giacomo Durazzo, que je vous montre ici, avec 341 feuilles, qui était directeur du théâtre à la cour de Vienne entre 1754 et 64. Et puis, il est devenu ambassadeur d'Autriche à Venise. Et enfin, le dossier de correspondance de Ranieri de Calzabigi, contenant presque 300 feuilles. Là, j'ai fait une faute, c'est 297, pas 85. À part des grands ensembles, seulement quelques unités sont conservées aussi des lettres des personnes peut-être plus connues pour le public d'aujourd'hui, comme Friedrich Melchior Grimm, Marmontel, Voltaire, ou les musiciens comme Gaetano Guadagni ou Georg Christoph Wagenseil. Il est évident que la correspondance conservée représente seulement une petite partie de son volume original. C'est très visible notamment pour la période de l'ambassade parisienne, où nous n'avons que très peu de lettres conservées. Malgré l'état lacunaire de la conservation du fonds, il reste un témoin exceptionnel de la vie culturelle de l'époque et du réseau personnel de Kaunitz. À part la correspondance dans le fonds familial, il existe également des lettres conservées dans les archives de la cour impériale à Vienne, notamment dans les collections de la Grosse Korrespondenz à Haus, Hof und Staatsarchiv à Vienne. La correspondance de Kaunitz n'est pas un fonds d'archives complètement méconnu. Les historiens biographes de Kaunitz l'ont déjà puisé à plusieurs étapes. Également, les musicologues s'y sont intéressés. En premier lieu, c'était Vladimir Helfert, le fondateur des études musicologiques à Brno dans les années 1920. Il prit connaissance probablement seulement d'une partie de la correspondance de Calzabigi à Kaunitz et publia in extenso une lettre datée de 6 mars 1767, dans laquelle le librettiste précise la distribution de l'or pour Alceste. Cette lettre en italien a attiré beaucoup d'attention et fut ensuite sujette de plusieurs traductions et éditions. Un premier vers l'anglais par Hans Hammelmann et Michael Rose en 1969, ensuite par Daniel Hertz en 1995.
Pour l'édition critique d'Alceste, Gerhard Kroll fournit également une traduction allemande de la lettre. Le musicologue autrichien, donc Gerhard Kroll, spécialiste de l'œuvre de Gluck, s'intéressa à cette collection de correspondances de façon plus approfondie. Il étudia tout d'abord tout le fond et se procura des microfilms de la collection entière. Par son intermédiaire, plusieurs autres chercheurs ont pu accéder de façon au moins partielle à la richesse de ce fonds. À la conférence pour des cent ans de la mort de Kaunitz, organisée à Austerlitz, Kroll présenta une communication sur la correspondance privée de Kaunitz, dont je vous donne ici la référence. C'est un bref article, mais qui relate très précisément la caractéristique générale du fonds de la correspondance, ainsi que les principaux musiciens qui font partie des sources conservées. Malgré la connaissance directe des sources, Kroll n'a jamais fait de l'édition. Seulement des citations sont présentes dans ses travaux sur Gluck, notamment l'édition monumentale et ici l'édition critique d'Alceste que j'ai déjà mentionnée. C'est en 2017 que Luca Leoncini, directeur du musée à Gênes, prépara une édition de la correspondance de Giacomo Durazzo à Kaunitz, donc le plus grand volume lié au théâtre. Pour notre projet, nous avons choisi, nous avons d'abord trouvé que les archives de Kaunitz sont une richesse absolument primordiale et aussi une source intéressante pour des futurs projets de recherche pour d'autres chercheurs. Donc, nous avons opté à préparer une édition du deuxième, le plus important volume lié au théâtre et à la musique, celui de la correspondance de Ranieri de Calzabigi. Pourquoi en faire une édition? En premier lieu, c'est l'accessibilité des sources. Qui ne sont pas numérisés et qu'il faut venir étudier à Brno, en République tchèque, ce qui devient encore beaucoup plus difficile les derniers mois. La connaissance du fond n'est pas très facile non plus, car uniquement un inventaire écrit en tchèque est disponible sur place. Il n'est même pas accessible sur Internet. Les documents sont manuscrits et pas toujours faciles à déchiffrer pour les non-francophones ou italianophones. Enfin, c'est en étudiant l'ensemble de la correspondance conservée et en identifiant toutes les personnes et fait mentionner qu'une vue d'ensemble est possible. Quel est donc le corpus de l'édition? Dans le dossier de Calzabigi, dans la collection de la correspondance privée de Kaunitz, il s'y trouve 297 feuilles de lettres, donc toujours recto verso, en majorité en français, avec quelques lettres en italien. Il s'agit uniquement des lettres envoyées par Calzabigi à Kaunitz. Nous avons seulement un brouillon d'une réponse de Kaunitz de 1775, qui est toutefois conservé dans les archives de cours à Vienne. Les lettres de Calzabigi contiennent également des lettres annexes qu'il a transmises à Kaunitz et dont pour raisons diverses et dont parfois Calzabigi était le destinataire original. Celle-ci regarde principalement la constitution du théâtre français à Vienne dans les années 1767 et 70, mais pas uniquement. Dans le dossier intitulé « Théâtre » d'Ivadlo, il s'y trouve un document écrit par Calzabigi et apparemment envoyé à Kaunitz qui date probablement de l'année 1768. Donc, ce deuxième document, ce deuxième compte, et que nous avons choisi à inclure dans notre édition parce qu'il est évident qu'il a fait auparavant partie de la correspondance entre les deux ans. Pour une raison inconnue, une lettre de Calzabigi adressée à Kaunitz est actuellement conservée à New York, à la Morgan Library. Cette lettre a aussi fait partie auparavant de la correspondance de Kaunitz, donc nous l'incluons
dans notre édition. Ce sont jusqu'à ce jour toutes les lettres de Calzabigi adressées à Kaunitz qui nous sont connues. Si quelqu'un parmi vous a des idées d'autres sources, nous sommes toujours très intéressés à les retrouver parce qu'apparemment, les archives de Kaunitz ont subi des pertes durant l'histoire. Donc, il se peut qu'il y ait des lettres adressées à Kaunitz dans d'autres collections dans le monde entier. Donc, il est encore le temps de les inclure dans l'édition si jamais vous avez des informations. Ce corpus contient actuellement donc 49 lettres et 14 annexes. Même si un tel nombre pourrait donner l'impression d'un petit volume, les lettres, notamment des années 1780, sont extrêmement longues, allant parfois jusqu'à une vingtaine de pages manuscrites. L'ensemble des lettres couvre une longue période avec des pauses ou des lacunes à la fin des années 1770 et 1780, comme vous le voyez ici dans les tranches que je vous ai données. En quoi cette correspondance était intéressante? Bien sûr, c'est la personne de son auteur, Calzabigi, qui attire l'attention des chercheurs. Dans ses lettres, Calzabigi se montre un collaborateur proche de Kaunitz dans la constitution du théâtre français à Vienne. Les premières lettres relatent avant tout des différents sujets susceptibles à faire partie de la troupe. Nous y avons aussi la lettre en italien sur la geste qui a gagné une certaine notoriété. Et aussi, c'est la lettre qui est la seule à avoir été déjà publiée in extenso. La thématique du loto et du rôle de Calzabigi dans sa constitution à Vienne et dans d'autres pays est aussi présente. Après son départ de Vienne, Calzabigi devint une sorte d'agent culturel de Kaunitz, en lui livrant des anecdotes de ses voyages en Italie. Il commente les théâtres, l'opéra, la peinture, la sculpture, la littérature, mais aussi la politique et les mœurs. Il essaye de garder et plus tard aussi de gagner la faveur du prince de Kaunitz et de se procurer ainsi une pension viagère. Le thème de sa pension revient comme un sujet récurrent durant sa retraite en Italie. En tant que grand érudit, Calzabigi non seulement rédige la majorité de ses lettres dans un français presque parfait, mais il y ajoute parfois de très longues citations des auteurs classiques romains et grecs, pour les Grecs dans leur traduction latine. Ici, vous voyez des exemples d'une lettre en italien, en français et d'une citation en latin. Le projet éditorial est donc confronté à multiples difficultés. Ce n'est pas seulement l'étendue du corpus, mais aussi sa caractéristique polyglotte que les éditeurs doivent aborder. Pour rester le plus fidèle possible des sources, nous avons opté pour une transcription diplomatique des lettres que nous éditons uniquement dans les cas nécessaires. Ce sont notamment les majuscules dont l'emploi nous devons moderniser parce que Calzabigi est très libre dans son emploi et se sert par exemple de la lettre L en majuscule, même pour les articles définis presque partout dans ses écrits. Donc, c'est une intervention nécessaire que nous trouvons nécessaire. Nous ajoutons également des accents graves sur A et OU pour les distinguer de ces homonymes parce que ces accents-là sont peu fréquents dans les écrits de Calzabigi. Ensuite, si nécessaire, nous intervenons aussi dans la ponctuation des phrases pour améliorer la compréhension, mais nous essayons d'éviter ça au plus possible. Pour aider à la lecture des sources, nous évoluons les abréviations en toutes lettres en exposant. Nous ne gardons pas les retours à la ligne des manuscrits, sauf pour les salutations de la fin et du début de lettres.
Les mêmes règles éditoriales sont utilisées pour toutes les langues de l'édition, c'est-à-dire le français, l'italien, le latin, et il y a aussi un petit bout en portugais. Vu la complexité linguistique des originaux, nous avons opté à les rendre mieux accessibles en proposant une traduction anglaise intégrale. Pour l'édition, nous envisageons, nous espérons, une édition en miroir avec l'original d'un côté et la traduction anglaise en face. Chaque lettre est accompagnée des notes explicatives pour préciser sa datation en cas de besoin et pour identifier les personnes et faits mentionnés dans le texte. Nous donnons également des références à des citations des auteurs classiques et modernes, donc Calzabigi parsème ces lettres. Enfin, l'édition sera dotée d'un glossaire des termes les plus fréquemment cités dans les lettres. C'est un outil pour pouvoir y reporter le lecteur sans devoir répéter les informations dans les annotations des lettres. Et également, nous comptons inclure des index, bien sûr. Et enfin, mais au début, il y aura une introduction qui mettra le corpus dans le contexte de la vie des deux protagonistes et commentera sur les points majeurs traités dans la correspondance. Nous sommes actuellement dans la phase finale des annotations des lettres. Il nous reste des relectures de toutes les traductions et la mise en forme finale du volume, ainsi que la rédaction de l'introduction dont nous avons déjà quelques parties préparées. Le volume devrait sortir en fin de l'année 2021 au début 2022 chez la maison d'édition Olms à Hildesheim dans la série Musikwissenschaftliche Publikationen dirigée par Herbert Schneider. Le temps accordé à ma présentation ici était aussi ses limites, donc je n'ai pas pu aller dans tous les détails des sujets que j'ai abordés ici aujourd'hui, mais j'ai au moins essayé de vous faire de vous donner une vision globale du corpus de notre édition, des méthodes que nous utilisons, ainsi que de l'intérêt général d'un tel volume, non seulement pour les chercheurs en musicologie, mais aussi dans d'autres disciplines, en tant qu'histoire moderne, histoire de l'art, sans oublier l'histoire de l'économie et bien sûr la littérature. Donc, je laisse maintenant la place à vos retours, à vos remarques, à vos questions auxquelles je vais essayer de répondre le mieux possible. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Yana, et merci aussi pour ce respect scrupuleux de la durée de l'intervention. Je suis sûr qu'il y a des tas de questions, donc je passe la parole à l'assistance. Jean-Pierre. Non, j'applaudissais, je suis encore interdit par l'intérêt de cette recherche. J'ai peut-être des questions à poser, mais il faut que ça mûrisse. Mais je peux, bon, tant pis, je me lance tout de suite. Tu me prends un peu. Attends, je pensais, j'ai vu. Mais c'est pas grave. Je voulais savoir si donc la correspondance commence à Paris, elle se poursuit après, donc c'est extrêmement intéressant. Et donc, elle est intégralement en français. Est-ce que ça montre bien que l'usage à la cour impériale est de parler français, comme je crois Marie-Thérèse l'avait exigé, mais est-ce que dans la pratique c'était bien cela, ou est-ce qu'ils parlaient français parce qu'ils avaient pris l'habitude de parler entre eux en français? Est-ce qu'ils avaient l'habitude de parler entre eux en français? C'est une bonne question. Dans les archives de Cognitz, on peut voir quand même une bonne partie de correspondance en français. Il y en a aussi en italien, mais il y en a aussi beaucoup en allemand. Et parfois parmi les membres de sa famille, avec ses employés. C'est aussi une partie des lettres avec Joseph II et Marie-Thérèse. Donc, ce n'était pas uniquement le français qui régnait. Mais il faut dire qu'il parlait très bien le français, qu'il l'utilisait fréquemment. Et pour la correspondance avec Calzabigi, c'est le français qui prédomine. Et c'est un français très, très correct. En fait.
quasiment pas de fautes, ou de choses qu'on trouve fréquemment dans les archives parisiennes. Là, on les trouve rarement, donc c'était vraiment un vrai érudit. Ouais. Donc, difficile à dire s'ils ont tellement utilisé le français dans la vie quotidienne ou si c'était plutôt l'outil de communication plus officielle, plus D'accord. de Oui, société. parce que j'ai lu que Marie-Thérèse avait imposé le français à la cour, mais apparemment, c'est pas. Puisque le courrier est en allemand avec Marie-Thérèse et avec Joseph II, c'est qu'apparemment, ça a été juste une. C'est une partie que je Ouais, trouve qui est d'accord. aussi en allemand, mais c'est le français qui est quand même plus fréquent dans Ah, la ben voilà. correspondance de la cour. D'accord. Est-ce que je peux à ce sujet? Oui, 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 bien sûr. Ouais. Bonjour. Bonjour. À ce sujet, je peux dire que je crois que c'était assez habituel pour la correspondance en Europe centrale, en Europe du Nord aussi, avoir la correspondance en français. Donc, on le voit par exemple parmi les membres de famille de Schwarzenberg, parmi les membres de famille royale de Suède. Donc, je crois que c'était une chose assez habituelle dans cette époque-là d'avoir une correspondance en français, même si on ne parlait forcément en français entre eux. Oui, 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 il peut y avoir une différence entre le parler et l'écrit. Oui, oui, Ouais. absolument. Juste, tu dis que Calzabigi a pris parti pour l'Italie au moment de la querelle des bouffons. Est-ce qu'il a publié des textes pendant cette querelle en 52 ou est-ce que c'est, on sait qu'il était du côté italien, ce qui est naturel évidemment. Et il le mentionne dans la correspondance qu'il a travaillé sur un texte qu'il publie en 1784, je crois. C'est la Luluiade, un poème qu'il publie sur la querelle, mais il le mentionne comme qu'il l'avait entamé durant la querelle et qu'il travailla plus tard pour l'aboutir, et c'est dans les années 80 qu'il sort enfin ce texte au public. Donc, c'est la correspondance qui nous donne le contexte de ce qui est écrit. Et c'est absolument passionnant parce qu'on a, avec cette correspondance, j'imagine qu'on a un aperçu absolument précieux sur toute la vie musicale de cette époque qui, du point de vue de l'opéra, est absolument fascinante. En fait, c'est vraiment très intéressant. Bah, bien sûr, c'est très intéressant, mais nous sommes toujours heurteux contre les lacunes dans la correspondance. Donc, déjà, nous n'avons pas le côté opposé, les réponses de Connie. Ouais. Et même les lettres de Calzabigi, c'est évident qu'il y en a qui manquent. Et comme tu avais parlé que là, sur le créneau temporaire ou la période de la correspondance, ça ne commence pas à Paris. C'est à Paris qu'ils se sont rencontrés. Mais la correspondance commence plus tard, lors de son séjour à Vienne. Ouais. Et malheureusement, c'est à un moment où ils sont dans la même ville où les lettres seraient les plus intéressantes, mais on en a moins. Et elles sont moins longues, moins élaborées, parce qu'ils sont dans la même ville et puissent se parler. Donc, c'est un petit défaut. Donc, dans les années 1760 jusqu'à début 1770, c'est la période où ils sont tous deux à Vienne et ils s'écrivent autour notamment justement la troupe du théâtre français à Vienne, à laquelle tous deux contribuent largement. Donc, c'est après que Calzabigi donne des longues lettres, plein d'anecdotes sur la vie, sur les pièces de théâtre, des opéras, sur la sculpture actuelle, les peintures, les galeries qu'il visite en Italie pour amuser en fait son patron, pour rester dans sa mémoire, pour pouvoir après de nouveau solliciter sa pension viagère. Alors, tu as mentionné, enfin je ne veux pas monopoliser, mais tu as mentionné le départ de Durazzo de Vienne en 60, je ne sais pas combien, 60, donc avant le départ de Calzabigi.
Et Durazzo n'était pas défendu par Kaunitz ou je ne sais pas exactement la circonstance. En fait, à ce moment-là, Durazzo est parti en disgrâce, est tombé en disgrâce de Marie-Thérèse en 1974 d'une façon. Enfin, en fait, tous ces problèmes de théâtre ne sont pas très, très explicitement expliqués dans les sources. Ce n'est pas toujours évident de Non, bien sûr. tracer les vraies raisons. Mais il était nommé ambassadeur à Venise, donc il a quitté Vienne et il avait des soucis financiers à pouvoir mener cette ambassade. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas très bien positionné à la cour après. Kaunitz a essayé de l'aider, Ah, d'accord. mais il n'a pas réussi de le garder auprès de lui. Mm. Il y avait quand même des limites de pouvoir. Merci, c'est passionnant. Merci pour les questions. S'il y a d'autres questions, j'avais l'impression que Rémi-Michel Trottier voulait poser une question ou réagir. Non? On ne vous entend pas. Non, juste bravo et merci à Yana. C'était très intéressant. Merci. Oui, j'aurais une question, si vous permettez. Oui, François-Pierre, bien sûr. Donc, tu as dit que une partie de la correspondance était perdue. Sait-on à quoi sont dues ces pertes? Est-ce que c'est ancien ou est-ce que ce sont des vols dans les archives? Est-ce qu'on a des renseignements? C'est très difficile à savoir. D'abord, les archives ont fait partie des archives familiales de la famille Kaunitz pendant très très longtemps. Quand Vladimir Helfert publia la première lettre, il les a étudiées. Il a étudié la correspondance au château de Jaromířice, dans Drohky. Donc un des sièges un peu annexe de la famille parce que c'est la fille de Kaunitz qui a épousé comte Questenberg de Jaromířice. Donc, et ce mariage est resté sans héritier. Donc, toutes les archives de Questenberg sont tombées dans les archives de Kaunitz. Après la Deuxième Guerre mondiale, les archives de la famille ont été versées dans les archives d'État, donc ce dont font partie les archives de Moravie. Est-ce que c'était est-ce que c'était durant les siècles qu'il y avait des pertes ou est-ce que c'était au moment du versement des archives à l'État où il y avait des pertes ou est-ce que c'était bien plus tard? C'est très difficile à savoir. Il se peut également qu'il y avait des pertes durant leur conservation dans les archives de Moravie, ce qui peut arriver partout, même avec des bons surveilleurs. Donc, c'est vraiment difficile à dire. Il y avait plusieurs possibilités de perdre les lettres et je n'ai pas réussi à avoir la réponse d'où viennent la lettre qui est actuellement à New York. Je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, c'est peut-être un sujet trop chaud pour la trouver. D'accord, merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres réactions à cette très belle intervention? Oui, Petra. Oui, merci. Je voulais encore une fois dire merci beaucoup pour cette présentation et pour cette publication parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Mieux. Très bien. Bravo, merci. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. Je remercie les intervenantes d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au 20 mai prochain pour la prochaine séance de l'IREMUS présente, au cours de laquelle nous aurons le plaisir et l'honneur d'entendre Jean-Pierre Bartoli, Yasushi Ueda et Esther Pinella. Bravo Yana et à très bientôt à tout le monde. Merci de votre fidélité.